Je n'aurais jamais imaginé que la honte sur le visage de mon propre fils pouvait faire plus mal que les 7 années de solitude que j'avais portées depuis la mort de Jacques. Benoît a arrêté sa Mercedes en plein milieu de la rue de la République, en pleine heure de pointe lyonnaise, et il a couru vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose entre la panique absolue et un dégoût qui m'a retourné l'estomac. J'étais là, appuyée sur les épaules fragiles de Solène, cette jeune fille de 16 ans que j'avais trouvée 3 semaines plus tôt, tremblant de froid, devant la porte du Monoprix, avec des hématomes violets sur le visage et les yeux les plus vides que j'avais jamais vus de toute ma vie. Mon fils ne la connaissait pas, ne savait rien de rien, et à la façon dont ses yeux ont parcouru ses vêtements sales, ses cheveux emmêlés, ses ongles cassés, j'ai compris qu'il tirait les conclusions les plus terribles possibles sur cette scène. Ce que Benoît ne savait pas, ce que personne à part moi ne savait, c'était que Solène n'était pas simplement une jeune sans-abri quelconque que j'avais aidée par pitié ou charité. Il y avait quelque chose chez cette fille qui me hantait depuis le premier instant où nos regards s'étaient croisés. Quelque chose de familier, douloureusement familier, qui me faisait me réveiller au milieu de la nuit avec le cœur qui battait la chamade et les mains moites. Quand je l'avais ramenée à la maison cette première nuit glaciale de janvier, contre tout bon sens, contre les avertissements de ma voisine Madame Bertrand sur les dangers d'héberger des inconnus, je ne me comportais pas simplement comme une vieille femme solitaire en quête de compagnie. Je suivais un instinct que je ne pouvais pas expliquer, une certitude viscérale que cette fille et moi étions liés par quelque chose de bien plus grand qu'une simple compassion. Et ce matin de février, quand j'ai trébuché sur la glace devant la pharmacie et senti mon corps s'effondrer, ce sont ces bras qui m'ont retenu, c'est la force surprenante de ce corps maigre et maltraité qui a empêché ma chute. C'est exactement à ce moment-là que Benoît est apparu. Mon fils entrepreneur, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe répartis dans toute la France, vêtu de son costume italien impeccable et de cette montre suisse qui coûtait plus que ce que beaucoup de gens gagnent en un an, m'a regardé comme s'il voyait une étrangère. Pas sa mère, Édith Marceau, la femme qu'il avait élevée seule après que son père nous avait abandonnés quand il n'avait que 5 ans, qui avait travaillé en double journée comme infirmière pour payer ses études dans une école privée, qui avait vendu les quelques bijoux qu'elle possédait pour s'assurer qu'il ne manque jamais de nourriture. À cet instant, dans les yeux de Benoît, j'ai vu qu'il me voyait comme une vieille pathétique, possiblement sénile, qui se faisait exploiter par une vagabonde quelconque des rues de Lyon. La façon dont il a saisi mon bras, m'éloignant de Solène avec un geste presque violent, la manière dont sa voix est sortie tendue et contrôlée quand il a dit « Maman, qu'est-ce qui se passe ici ?» Tout cela m'a brisé d'une façon que même la mort de Jacques n'avait pas réussi à faire. Mais ce que Benoît n'attendait pas, ce qui a fait perdre toute couleur à son visage quand j'ai finalement pu parler, c'était la vérité que je gardais depuis 23 jours, depuis que j'avais trouvé un document froissé dans la poche du vieux manteau que j'avais donné à Solène pour qu'elle se réchauffe. Un document qui avait tout changé, qui expliquait pourquoi ses yeux me semblaient si familiers, pourquoi mon cœur reconnaissait cette fille d'une manière que mon esprit refusait encore d'accepter complètement. Quand j'ai ouvert la bouche et prononcé les mots qui restaient coincés dans ma gorge depuis cette découverte, j'ai vu mon fils vaciller comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. La femme d'affaires élégante qui se tenait à ses côtés, probablement une de plus de ses petites amies qu'il ne me présentait jamais officiellement, a retenu son bras pour l'empêcher de tomber. Et Solène, ma petite Solène, m'a regardé avec ses yeux effrayés, sans comprendre encore l'ampleur du tremblement de terre qui était sur le point de s'abattre sur nous tous. Cela faisait 3 semaines que je connaissais la vérité. 3 semaines à garder ce secret toute seule, essayant de trouver le courage de confronter mon fils, de confronter des décennies de mensonges et de silence qui avaient construit la vie confortable qu'il menait maintenant. 3 semaines à observer Solène, étudiant chaque geste, chaque expression, cherchant des preuves de ce que ce document révélait, essayant de comprendre comment il était possible que quelque chose d'aussi important, d'aussi dévastateur, m'ait été caché pendant si longtemps. Et maintenant, là sur le trottoir glacé de la rue de la République, avec des passants qui nous regardaient avec curiosité, avec le moteur de la Mercedes encore allumé, bloquant la circulation, avec des klaxons irrités qui résonnaient en fond sonore, j'ai finalement dit à Benoît qui était cette fille qu'il traitait avec tant de mépris.
Vous connaissez cette sensation quand vous réalisez que toute votre vie a été construite sur un mensonge? Que les personnes en qui vous aviez le plus confiance vous ont caché quelque chose de si fondamental que, si vous l'aviez su avant, cela aurait changé chaque décision que vous avez prise. C'est ce que j'ai vu arriver à mon fils à ce moment-là. Benoît avait toujours été contrôlé, avait toujours su garder son sang-froid, même dans les situations les plus difficiles. C'était une qualité qui faisait de lui un entrepreneur à succès, capable de négocier des contrats de millions sans ciller, de licencier des employés sans montrer d'émotion, de maintenir ce masque de confiance inébranlable que tout le monde admirait. Mais quand je lui ai expliqué qui était Solène, quand je lui ai montré le document que j'avais trouvé, quand j'ai relié les points qu'il était absolument certain que personne ne relirait jamais, toute cette façade s'est écroulée. J'ai vu mon fils, l'homme fort et puissant qui dirigeait des hôtels et des affaires, se réduire à un petit garçon effrayé en quelques secondes. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, ce qu'aucun de nous ne pouvait imaginer, c'était que cette révélation sur le trottoir glacé de Lyon n'était que le début. Que dans les heures suivantes, nous découvririons des choses encore plus troublantes, des secrets qui étaient enterrés depuis si longtemps que beaucoup de gens croyaient qu'ils ne remonteraient jamais à la surface. Que Solène n'était pas seulement celle que ce document disait qu'elle était, mais portait avec elle une histoire si complexe et douloureuse qu'elle changerait à jamais la façon dont nous voyons notre famille, notre passé, et surtout les uns les autres. À cet instant, avec le froid de février qui me coupait le visage et la main de Solène, qui tenait encore mon bras avec une délicatesse qui contrastait brutalement avec la violence qu'elle avait subie dans les rues, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Vous qui m'écoutez maintenant, peut-être êtes-vous aussi mère, peut-être connaissez-vous aussi cette douleur de voir un enfant s'éloigner, de sentir que vous avez perdu la connexion avec quelqu'un que vous avez porté en vous. Si vous vous identifiez à mon histoire, si vous ressentez aussi cette oppression dans la poitrine en imaginant les secrets que les familles gardent, laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez. Et si vous voulez suivre le reste de ce voyage, si vous voulez connaître toute la vérité sur Solène et sur ce qui s'est passé après ce matin-là, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule en partageant cela. Benoît m'a emmené dans le café le plus proche, me traînant pratiquement pendant que Solène nous suivait quelques pas derrière, clairement confuse et effrayée par toute cette situation. Sa petite amie, que j'ai découvert plus tard s'appelait Véronique, est restée en arrière pour essayer de déplacer la Mercedes qui bloquait la circulation. Mais je me fichais bien des voitures ou des klaxons à ce moment-là. Nous nous sommes assis à une table dans un coin, loin des fenêtres, et pour la première fois en 7 ans, j'ai vu mon fils pleurer. Pas ces pleurs contenus et dignes qu'il avait montrés aux funérailles de son père, mais des pleurs profonds, désespérés. Le genre de pleurs qui sortent d'un endroit si profond de l'âme que cela fait mal même à ceux qui ne font que regarder. Solène s'est assise à mes côtés, ses mains tremblantes tenant la tasse de chocolat chaud que la serveuse avait apportée sans que personne ne commande. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, j'ai vu des larmes couler sur son visage aussi. L'histoire que j'ai racontée à Benoît à cette table commençait 28 ans auparavant, à une époque où il était trop jeune pour s'en souvenir clairement, une époque où notre famille était encore complète et Jacques était encore le mari que je croyais connaître. Mon fils avait toujours su que son père avait ses défauts, ses absences inexplicables, ses voyages d'affaires qui duraient des semaines sans aucun appel en retour. Mais ce que Benoît n'avait jamais su, ce que moi-même je n'ai découvert que des années après la mort de Jacques, en révisant de vieux documents gardés au grenier, c'était que son père avait mené une seconde vie parallèle pendant presque une décennie. Une vie qui incluait une autre femme, dans une autre ville, et finalement, un autre enfant. Une fille que Jacques n'avait jamais reconnue officiellement, qui n'avait jamais reçu un centime de pension alimentaire, qui avait grandi dans la pauvreté pendant que Benoît étudiait dans des écoles privées et avait tout ce dont il avait besoin. Quand j'ai trouvé ces vieilles lettres, ces reçus d'hôtel à Marseille, ces photographies cachées qui montraient Jacques avec une femme brune aux yeux verts et un bébé dans les bras, j'ai eu l'impression de recevoir une balle dans la poitrine. Jacques était déjà mort depuis 2 ans quand j'ai fait cette découverte. Alors je n'ai pas pu le confronter, je n'ai pas pu exiger des explications ou crier toute ma colère et ma déception. J'ai dû avaler cette vérité toute seule, pleurer toute seule, gérer toute seule la douleur de réaliser que l'homme avec qui j'avais vécu pendant 40 ans
m'avait trahi d'une manière si profonde et durable. J'ai pensé dire la vérité à Benoît à l'époque, mais il était tellement concentré sur la construction de son empire hôtelier, tellement déterminé à prouver qu'il était meilleur que son père, que je n'ai pas eu le courage de détruire l'image qu'il maintenait de Jacques. J'ai gardé ce secret avec moi, j'ai caché les documents à nouveau, et j'ai essayé d'aller de l'avant. Mais le destin a des façons curieuses de ramener à la surface ce que nous essayons d'enterrer. 28 ans après cette trahison, 23 jours avant ce matin glacé sur la rue de la République, j'ai trouvé Solène. Et dans la poche de ce vieux manteau que je lui avais donné, j'ai trouvé un acte de naissance froissé et taché d'humidité qui a tout changé. Le nom de la mère était Céline Dubois, la même femme brune des photographies cachées. Le nom du père était vide, mais il y avait une annotation manuscrite dans la marge, presque illisible, avec le nom complet de Jacques Marceau et une adresse à Lyon que j'ai reconnue immédiatement. C'était le cabinet où il travaillait comme comptable. Solène était la fille de Céline, mais pas la fille que Jacques avait connue. Elle était sa petite-fille, ma petite-fille, la fille de la demi-sœur que Benoît n'avait jamais su qu'il avait. Le silence qui s'est installé à cette table du café après que j'ai fini d'expliquer tout cela était lourd comme du plomb. Benoît regardait Solène comme s'il voyait un fantôme, et d'une certaine manière, il en voyait un. Le fantôme des erreurs de son père, des mensonges qui avaient construit notre famille, de la sœur qu'il n'avait jamais connue et qui était apparemment morte jeune, laissant Solène orpheline et seule au monde. La jeune fille, quant à elle, nous regardait avec un mélange de confusion, de peur et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. L'espoir que peut-être, finalement, après des années à survivre dans les rues, après toute la violence et l'abandon qu'elle avait subi, elle avait trouvé un endroit où elle appartenait. Mais l'expression sur le visage de Benoît n'était pas d'accueil. C'était de l'horreur, de la colère et quelque chose de plus sombre que je n'ai pas pu identifier complètement à ce moment-là. Si vous sentez votre cœur se serrer avec cette histoire, si vous avez absolument besoin de savoir ce qui s'est passé après cette révélation dévastatrice, ne partez pas maintenant. Ce qui vient ensuite va vous surprendre de façon que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que la vérité sur Solène n'était que la pointe d'un iceberg bien plus grand, et ce que nous avons découvert dans les heures suivantes a changé non seulement notre famille, mais la façon dont je vois tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Les heures qui suivirent cette révélation au café furent parmi les plus éprouvantes de toute mon existence. Et pourtant, j'avais déjà traversé la mort de Jacques. J'avais survécu à la découverte de ses trahisons. J'avais supporté des années de solitude dans cet appartement trop grand de la Croix-Rousse, où chaque pièce résonnait de souvenirs qui me faisaient mal. Benoît était parti du café sans dire un mot de plus, laissant Véronique régler l'addition avec un sourire gêné. Et j'étais restée là avec Solène, cette enfant brisée qui venait d'apprendre qu'elle avait une famille alors qu'elle avait passé les 3 dernières années à dormir sous les ponts du Rhône, à fouiller les poubelles des restaurants pour manger, à subir des violences que je préférais ne pas imaginer en détail. Le trajet en tramway jusqu'à mon appartement fut silencieux, ponctué uniquement par les sanglots étouffés de Solène qui tentait de retenir ses larmes, et je me demandais si j'avais bien fait de tout révéler ainsi, si brutalement, sans préparation, sans réfléchir aux conséquences que cette vérité aurait sur nos vies. Mon fils me téléphona ce soir-là, tard, alors que Solène dormait enfin dans la chambre d'amis que j'avais préparée pour elle avec les draps propres qui sentèrent la lavande, et sa voix était différente de tout ce que j'avais entendu auparavant. Froide, calculatrice, dépourvue de toute émotion. Il voulait des preuves, disait-il, des tests ADN, des documents officiels, parce qu'il ne pouvait pas simplement accepter qu'une gamine des rues soit réellement notre famille sans vérification approfondie. Je comprenais sa méfiance. Je comprenais qu'après avoir découvert que son père avait mené une double vie pendant des années, il ne pouvait plus faire confiance à rien ni personne. Mais la manière dont il parlait de Solène, comme si elle était une menace potentielle plutôt qu'une victime, comme si elle était une escroc essayant de s'infiltrer dans notre vie plutôt qu'une enfant traumatisée qui avait besoin d'aide, me révolta profondément. Je lui dis que je paierais les tests moi-même si nécessaire, que j'étais prête à prouver tout ce qu'il demandait, mais que je ne mettrais pas Solène à la porte en attendant les résultats, que je ne la renverrais pas dans les rues où elle avait failli mourir plusieurs fois.
La semaine suivante fut un tourbillon de rendez-vous médicaux, de laboratoires pour les prélèvements sanguins, de démarches administratives épuisantes pour tenter de reconstituer le parcours de vie de Solène et de sa mère Amélie, la fille que Jacques n'avait jamais reconnue officiellement. Les archives nous révélèrent une histoire encore plus tragique que ce que j'avais imaginé. Céline Dubois, la maîtresse de Jacques, était morte dans un accident de voiture quand Amélie avait seulement 12 ans, laissant la fillette seule dans un studio misérable de Marseille, sans aucune autre famille connue. Amélie avait grandi dans des foyers d'accueil successifs, dans des familles d'accueil qui la maltraitaient ou l'ignoraient, jusqu'à ses 18 ans où elle s'était retrouvée à la rue, exactement comme sa fille le serait des années plus tard. Elle avait donné naissance à Solène à 22 ans, le père étant un homme qui l'avait abandonnée dès qu'il avait appris la grossesse, et pendant 14 ans, Amélie avait lutté pour survivre et élever sa fille dans une précarité absolue, enchaînant les petits boulots mal payés, les logements insalubres, les périodes où elle dormait dans la voiture délabrée qu'elle avait réussi à acheter avec ses maigres économies. Ce qui me hanta le plus dans cette reconstitution douloureuse, ce qui me réveillait la nuit avec le cœur battant et les larmes aux yeux, c'était de réaliser que pendant toutes ces années, où Amélie et plus tard Solène souffraient, où elles avaient faim, froid, peur, Jacques vivait confortablement à Lyon, dépensait son argent dans des restaurants chics, partait en vacances avec nous à Nice, achetait des cadeaux coûteux pour Benoît à chaque anniversaire. Et moi, ignorante de tout cela, je préparais des repas copieux que nous finissions parfois par jeter parce que nous avions trop cuisiné. Je me plaignais de petits désagréments insignifiants comme le voisin bruyant ou la météo capricieuse, pendant que ma belle-fille non reconnue et ma petite-fille vivaient un calvaire dont je ne pouvais même pas concevoir l'ampleur. Cette culpabilité était irrationnelle, je le savais, parce que je ne pouvais pas être tenue responsable des secrets de Jacques. Mais elle me rongeait quand même, créait une douleur sourde et constante dans ma poitrine qui ne me quittait jamais complètement. Les résultats du test ADN arrivèrent 10 jours après cette matinée sur la rue de la République et confirmèrent ce que je savais déjà dans mon cœur. Solène était bien la petite fille de Jacques. Elle partageait 25% de son ADN avec Benoît, faisant d'eux des demi-oncles et nièces selon les termes cliniques et froids du rapport médical. Je pensais que cette preuve scientifique changerait l'attitude de mon fils, qu'elle le forcerait à accepter Solène comme membre de notre famille, qu'elle réveillerait en lui un sens de responsabilité ou au moins de compassion basique envers cet enfant qui n'avait rien demandé et qui avait tant souffert. Mais quand je l'appelais pour lui annoncer les résultats, sa réaction fut encore plus glaciale que je ne l'avais craint. Il reconnaissait les faits, disait-il. Reconnaissait que Solène était techniquement de notre famille, mais cela ne changeait rien à sa position. Il ne voulait pas avoir de relation avec elle, ne voulait pas qu'elle fasse partie de sa vie. Et surtout, il était catégoriquement opposé à ce qu'elle reçoive quoi que ce soit de l'héritage de Jacques. Cette dernière phrase me choqua tellement que je restais sans voix pendant plusieurs secondes, essayant de comprendre comment mon fils, l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour et de valeurs que je croyais solides, pouvait être aussi cruel et égoïste. L'héritage de Jacques n'était pas énorme selon les standards de Benoît, qui brassait des millions avec ses hôtels, mais il représentait quand même plusieurs centaines de milliers d'euros. L'appartement que nous avions acheté ensemble, les économies accumulées pendant 40 ans de travail, quelques investissements prudents que Jacques avait faits avant sa mort. Tout cela m'était revenu à moi en tant que veuve, et j'avais toujours eu l'intention de le laisser à Benoît quand mon tour viendrait de partir. Mais maintenant, sachant que Jacques avait une autre fille qu'il avait abandonnée, sachant que Solène était la seule descendante de cette fille morte dans des circonstances que nous ne connaissions pas encore complètement, l'idée de ne rien lui donner me semblait monstrueusement injuste. Je dis à Benoît que j'allais modifier mon testament, que j'allais partager équitablement entre lui et Solène, et ce fut à ce moment précis que notre relation, déjà fragile et tendue depuis des années, se brisa définitivement. Mon fils me menaça, et ce ne fut pas une menace voilée ou ambiguë, mais quelque chose de direct et terrifiant qui me glaça le sang. Il dit que si je donnais 1 seul euro de cet héritage à Solène, il me couperait complètement de sa vie, que je ne reverrais jamais les petits-enfants qu'il aurait éventuellement, que je mourrais seule et abandonnée sans personne pour s'occuper de moi quand j'en aurais besoin.
Il alla même plus loin, suggérant que je n'étais clairement plus capable de prendre des décisions rationnelles, que mon âge et ma solitude avaient affecté mon jugement, et qu'il pourrait facilement me faire déclarer inapte et prendre le contrôle de mes finances si je persistais dans cette direction. Ces mots sortaient de la bouche de mon propre enfant, celui pour qui j'avais sacrifié tellement, celui que j'avais protégé et chéri même quand c'était difficile, même quand j'étais épuisé et à bout de force. Je raccrochais le téléphone en tremblant de tout mon corps, et pour la première fois depuis des décennies, je me demandais si j'avais échoué quelque part en tant que mère, si j'avais raté quelque chose d'essentiel dans son éducation qui l'avait transformé en cet homme froid et calculateur. Solène avait entendu ma conversation depuis le salon, les murs de mon vieil appartement étant trop fins pour offrir une véritable intimité, et quand je sortis de ma chambre avec les yeux rouges et le visage défait, elle était assise sur le canapé avec une expression qui me brisa le cœur. Elle me dit qu'elle allait partir, qu'elle ne voulait pas créer de problème entre Benoît et moi, qu'elle avait survécu dans les rues pendant 3 ans et qu'elle survivrait encore, que je ne devais pas risquer de perdre mon fils à cause d'elle. La maturité et l'abnégation dans ses paroles, venant d'une adolescente de 16 ans qui n'avait rien au monde, qui n'avait connu que rejet et violence, qui aurait eu toutes les raisons d'être amère et égoïste, me firent réaliser quelque chose de fondamental sur la nature humaine et sur ce qui fait vraiment la valeur d'une personne. Ce n'est pas le sang partagé qui définit une famille, ce ne sont pas les liens biologiques qui créent l'amour et la loyauté, mais plutôt les choix que nous faisons, la manière dont nous traitons ceux qui sont vulnérables, la compassion que nous montrons quand ce serait tellement plus facile de regarder ailleurs. Je pris Solène dans mes bras pour la première fois depuis que je l'avais accueillie chez moi, sentant ses os saillants sous ses vêtements trop grands, sentant son corps tendu qui ne savait pas comment recevoir de l'affection après tant d'années sans tendresse, et je lui promis quelque chose que je savais devoir tenir coûte que coûte. Je lui promis qu'elle ne retournerait jamais dans les rues, qu'elle aurait un toit au-dessus de sa tête et de la nourriture dans son assiette, aussi longtemps que je serais vivante, que je me battrais pour elle même si cela signifiait perdre Benoît, même si cela signifiait finir seule comme il l'avait menacé. Parce que certains principes valent plus que le confort d'une relation facile. Certaines injustices ne peuvent pas être ignorées, juste pour maintenir une paix superficielle, et cet enfant méritait enfin d'avoir quelqu'un qui choisisse de la protéger plutôt que de l'abandonner comme tant d'autres l'avaient fait avant moi. Ce que je ne savais pas encore, ce que personne ne pouvait prévoir, c'était que ma décision de garder Solène allait déclencher une série d'événements qui révéleraient des secrets encore plus profonds et plus dérangeants. 2 jours après cette conversation avec Benoît, une femme se présenta à ma porte, une femme élégante d'une 50aine d'années qui se présenta comme Maître Garnier, l'avocate qui avait géré certaines affaires de Jacques avant sa mort. Elle avait entendu parler de Solène par des canaux que je ne comprenais pas complètement, et elle avait des informations à partager qui allaient tout changer une fois de plus. Jacques, avant de mourir, avait apparemment rédigé un document confidentiel, une sorte de confession tardive qu'il avait laissée entre les mains de cette avocate avec des instructions strictes de ne le révéler que si sa fille Amélie ou ses descendants le recherchaient activement. Il avait su, pendant toutes ces années, exactement où se trouvait Amélie, avait suivi de loin son parcours tragique dans les foyers d'accueil, avait même assisté de loin à la naissance de Solène, mais n'avait jamais eu le courage de se manifester, paralysé par la peur du scandale, par la peur de détruire notre famille, par la lâcheté pure et simple qui le définissait apparemment bien mieux que je ne l'avais jamais réalisé. Mais ce n'était pas tout, et Maître Garnier hésita longuement avant de me révéler la partie la plus troublante de cette confession posthume. Jacques avait créé un fonds fiduciaire pour Amélie quand elle avait 18 ans, un compte bancaire secret alimenté mensuellement avec une partie de ses revenus, destiné à lui être remis quand elle atteindrait 25 ans, ou si elle le contactait avant cette date. Amélie n'avait jamais su que cet argent existait, n'avait jamais cherché à contacter le père qui l'avait abandonnée. Et elle était morte à 23 ans dans des circonstances que Maître Garnier décrivit comme suspectes mais jamais officiellement élucidées, laissant ce fonds intact et accumulant des intérêts pendant toutes ces années. Selon les termes du document de Jacques, si Amélie ne réclamait pas l'argent, il devait automatiquement passer à ses descendants directs à leur majorité. Solène, sans le savoir,
sans jamais imaginer qu'une telle chose pouvait exister, était l'héritière d'une somme considérable, plus de 400 000 €, qui attendait simplement qu'elle ait 18 ans pour être libérée. Le choc de cette révélation fut si intense que je dus m'asseoir, mes jambes refusant soudain de me porter. Et maître Garnier me servit un verre d'eau en m'observant avec une expression qui mêlait compassion professionnelle et curiosité personnelle. Solène était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner, une activité qu'elle avait insisté pour faire malgré mon refus initial, et elle ne pouvait pas nous entendre depuis le salon où nous étions assises. L'avocate m'expliqua que légalement, en tant que tutrice temporaire de Solène, j'aurais accès à ses fonds pour subvenir à ses besoins essentiels jusqu'à sa majorité, et qu'ensuite, la totalité lui reviendrait sans aucune restriction. Elle me prévint également que cette information changerait forcément la dynamique avec Benoît, que mon fils réagirait probablement encore plus mal en apprenant qu'il n'était plus le seul héritier de Jacques, que l'argent avait tendance à révéler le pire chez les gens même dans les familles les plus unies. Je pensais avoir déjà vu le pire de Benoît, pensais avoir déjà entendu les choses les plus cruelles qu'il pouvait dire, mais les événements des jours suivants allaient de me prouver à quel point je me trompais. Quand j'annonçai à Solène l'existence du fonds fiduciaire de Jacques, elle eut une réaction que je n'avais absolument pas anticipée. Elle pleura pendant presque 1 heure, sanglotant si fort que tout son corps tremblait, et au début je crus qu'elle était heureuse, soulagée de savoir qu'elle aurait enfin une sécurité financière après tant d'années de précarité absolue. Mais ces paroles, quand elle réussit finalement à les articuler entre 2 sanglots, révélèrent une douleur beaucoup plus profonde et complexe que je ne l'avais imaginée. Elle pleura pour sa mère Amélie, pour toutes les souffrances que cette femme avait endurées alors que l'argent était là, disponible, attendant simplement qu'elle le réclame, pour toutes les nuits où elles avaient eu faim alors qu'elles auraient pu manger décemment, pour toutes les fois où elles avaient eu froid alors qu'elles auraient pu avoir un logement chauffé, pour la voiture délabrée dans laquelle elles avaient dormi pendant des mois alors qu'elles auraient pu louer un appartement modeste mais sûr. Amélie était morte sans jamais savoir que son père avait créé ce fonds. Était morte en pensant qu'elle avait été complètement abandonnée et oubliée. Et cette injustice posthume, cette cruauté du destin brisait le cœur de Solène d'une manière que l'argent ne pourrait jamais réparer. Je réalisais ce jour-là quelque chose de fondamental sur la nature du pardon et de la rédemption. Jacques avait probablement créé ce fonds pour apaiser sa conscience coupable, pour se dire à lui-même qu'il faisait quelque chose pour la fille qu'il avait abandonnée, mais en gardant son existence secrète, en ne faisant jamais l'effort de contacter Amélie pour lui en parler, il avait transformé ce qui aurait pu être un geste de réparation en une cruauté supplémentaire. L'argent qui dormait dans une banque pendant qu'Amélie souffrait n'était pas de la générosité différée. C'était de la lâcheté déguisée en prévoyance. Et Jacques était mort en emportant ce secret avec lui, se déchargeant de sa responsabilité morale sur une avocate qui n'avait reçu les instructions de révéler le fonds que dans des circonstances très spécifiques. Je me demandais si mon mari avait vraiment cru qu'Amélie viendrait le chercher un jour, s'il s'était vraiment imaginé qu'une femme qu'il avait abandonnée enfant prendrait l'initiative de retrouver le père qui l'avait rejeté, ou s'il savait pertinemment que ce scénario était improbable et qu'il s'offrait ainsi une façade de bonne conscience sans jamais avoir à affronter les conséquences réelles de ses actes. La réaction de Benoît quand il apprit l'existence du fonds fiduciaire fut exactement aussi terrible que maître Garnier l'avait prédit, mais d'une manière que personne n'aurait pu anticiper complètement. Il débarqua chez moi 2 jours après que l'avocate m'eût informé, accompagné non seulement de Véronique, mais aussi d'un autre avocat, un homme imposant nommé Maître Dubois, qui portait une serviette en cuir manifestement coûteuse et qui affichait l'expression arrogante typique des avocats d'affaires habitués à intimider les gens pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils s'installèrent dans mon salon comme s'ils venaient négocier un contrat commercial. Et pendant quelques minutes absurdes, j'eus la sensation d'être une étrangère dans ma propre maison, spectatrice d'une scène qui n'avait pas sa place entre ces murs qui avaient vu grandir Benoît, qui avaient abrité tant de moments de tendresse et de complicité familiale, maintenant complètement effacés par la cupidité et la dureté qui avaient pris possession de mon fils. Maître Dubois prit la parole avec cette voix professionnelle et détachée que les avocats utilisent pour rendre l'inacceptable acceptable, et il m'expliqua
que mon fils contestait la légalité du fonds fiduciaire de Jacques au motif qu'Amélie n'avait jamais été officiellement reconnue comme sa fille, que Solène n'avait donc aucun droit légitime sur cet argent et que les fonds devaient logiquement revenir à l'unique héritier reconnu de Jacques, Benoît lui-même. L'argument était techniquement faible. Maître Garnier me l'avait déjà confirmé, parce que Jacques avait rédigé le document créant le fonds de manière à contourner précisément cette objection, établissant clairement qu'il destinait cet argent à sa fille biologique, Amélie, indépendamment de son statut de reconnaissance officielle, et que ses descendants directs en hériteraient selon les lois de succession standard. Mais l'objectif de Benoît n'était probablement pas de gagner légalement, réalisai-je avec un mélange d'horreur et de tristesse, mais plutôt de me montrer jusqu'où il était prêt à aller, de me faire comprendre que je devrais me battre longuement et coûteusement si je voulais vraiment protéger les droits de Solène, espérant sans doute que je finirais par abandonner par épuisement ou par désir de préserver notre relation mère-fils. Solène n'était pas présente pendant cette confrontation. Je l'avais envoyée passer l'après-midi chez Madame Bertrand qui avait gentiment accepté de la recevoir malgré ses réticences initiales concernant cette jeune fille des rues, et j'étais profondément reconnaissante de cette absence parce que je ne voulais pas qu'elle entende les choses terribles qui allaient être dites. Benoît finit par congédier son avocat après une vingtaine de minutes de négociations juridiques inutiles, lui demandant d'attendre dans le couloir, et pour la première fois depuis cette matinée sur la rue de la République, nous nous retrouvâmes seuls, mère et fils, face à face dans un silence lourd de tout ce qui n'avait pas été dit pendant des années. Mon fils me regardait avec une expression que je ne lui connaissais pas, quelque chose qui ressemblait à du dégoût mêlé de pitié, et quand il commença à parler, ce ne fut pas pour argumenter sur l'argent ou sur les questions légales, mais pour dire des vérités cruelles sur notre relation que j'avais toujours refusé de voir clairement. Il me dit que depuis la mort de Jacques, depuis ces 7 années de veuvage, où je m'étais progressivement isolé, où j'avais décliné ses invitations à venir vivre près de lui dans son grand appartement du 6e arrondissement, où j'avais refusé de participer aux événements sociaux qu'il organisait avec ses associés d'affaires, il m'avait considéré comme une charge, une obligation familiale qu'il remplissait par devoir, mais sans aucun plaisir réel. Il avait espéré que je m'occuperais de mes propres affaires discrètement, que je vieillirais tranquillement dans mon coin sans créer de complications, et qu'éventuellement, quand mon heure viendrait, je lui laisserais simplement l'héritage qui lui revenait de droit en tant que fils unique. L'arrivée de Solène, cette prétendante, comme il l'appelait avec mépris, avait tout compliqué, avait transformé ce qui aurait dû être une succession simple en un cauchemar juridique potentiel, et il ne me pardonnerait jamais d'avoir introduit cette complication dans sa vie bien ordonnée. Chaque mot qu'il prononçait était comme un coup de couteau, précis et froid, destiné à faire mal, sans laisser de traces visibles, et je réalisais pendant qu'il parlait que j'avais perdu mon fils bien avant cette histoire avec Solène, probablement des années auparavant, sans même m'en rendre compte. Mais la partie la plus dévastatrice de son discours vint quand il commença à parler de Jacques, de son père, qu'il avait pleuré sincèrement 7 ans plus tôt, et de comment il comprenait maintenant les choix que cet homme avait faits. Il dit qu'abandonner Amélie n'avait pas été de la lâcheté, mais du pragmatisme, que Jacques avait fait ce qu'il fallait pour protéger notre famille, pour assurer que Benoît ait toutes les opportunités possibles sans être handicapé par une demi-sœur illégitime et les complications que cela aurait entraînées. Il alla même jusqu'à suggérer que Jacques avait probablement créé le fonds fiduciaire non pas par culpabilité, mais comme une sorte d'assurance, un moyen de s'assurer qu'Amélie ne viendrait jamais réclamer publiquement sa reconnaissance en tant que fille, sachant qu'elle aurait de l'argent qui l'attendait si elle restait silencieuse et invisible. Cette interprétation cynique et calculatrice des actions de Jacques me donna envie de vomir, non pas parce qu'elle était nécessairement fausse, mais parce qu'elle révélait comment mon fils voyait le monde, comment il avait internalisé les pires traits de son père et les avait amplifiés, créant une vision de la vie où l'argent et le statut social primaient sur tout le reste, y compris les liens familiaux les plus élémentaires. Je lui répondis, ma voix tremblant de colère et de chagrin mêlés, que s'il croyait vraiment ce qu'il venait de dire, si c'était vraiment la personne qu'il était devenu, alors j'avais effectivement échoué en tant que mère, mais pas de la manière qu'il pensait. Je n'avais pas échoué en prenant Solène sous mon toit, en choisissant de corriger les injustices du passé autant que possible, en essayant de faire ce qui était moralement juste,
même si c'était difficile. J'avais échoué en ne voyant pas plus tôt que Benoît développait cette froideur, cette capacité à déshumaniser les autres quand ils devenaient des obstacles à ses ambitions, en ne confrontant pas plus directement les valeurs toxiques qu'il avait visiblement absorbées quelque part en cours de route. Je lui dis que l'argent ne faisait pas une famille, que les liens biologiques ne créaient pas automatiquement l'amour ou le respect, et que si notre relation devait se terminer parce que je choisissais de faire ce qui était juste pour Solène, alors c'était un prix que j'étais prête à payer, même si cela me déchirait le cœur. Benoît se leva alors, lissant son costume impeccable avec ce geste qu'il faisait toujours quand une réunion d'affaires ne se déroulait pas comme prévu, et il me regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à de la peine, mais une peine superficielle, le genre de regret qu'on éprouve quand on perd un objet familier plutôt que quand on perd quelqu'un qu'on aime vraiment. Il dit simplement « Très bien, maman », avec une voix plate et définitive. Et je sus à cet instant que quelque chose de fondamental venait de se briser entre nous. Quelque chose qui ne pourrait probablement jamais être réparé complètement, même si l'un de nous changeait d'avis plus tard. Il appela Maître Dubois, qui attendait dans le couloir, et ils partirent tous les trois sans un au revoir, laissant la porte de mon appartement claquer avec une finalité qui résonna longtemps après leur départ. Je restais assise dans mon salon pendant ce qui sembla des heures, regardant les photos de famille accrochées au mur, des photos de Benoît enfant souriant dans mes bras, de notre famille à 4 avant que Jacques parte, de moments heureux qui me semblaient maintenant appartenir à une autre vie, à une autre version de nous-mêmes qui n'existait plus. Quand Solène rentra ce soir-là, elle me trouva encore dans le salon, les lumières éteintes, regardant par la fenêtre les immeubles de la Croix-Rousse, illuminés dans la nuit hivernale. Elle ne posa pas de questions, ne demanda pas ce qui s'était passé avec Benoît, mais elle s'assit simplement à côté de moi sur le canapé et prit ma main dans la sienne, cette main jeune et abîmée par la vie dans les rues, et nous restâmes ainsi dans le silence pendant longtemps. Il y avait quelque chose de profondément apaisant dans cette présence silencieuse, dans cette solidarité tacite qui n'avait pas besoin de mots pour exister, et je réalisais que malgré tout le chagrin de perdre Benoît, malgré la douleur de voir mon fils se transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais plus, j'avais gagné quelque chose de précieux en accueillant Solène. J'avais retrouvé un sens de but, une raison de me lever le matin qui allait au-delà de simplement attendre passivement que le temps passe jusqu'à ma propre mort. Les semaines suivantes furent consacrées à établir un cadre légal pour la tutelle de Solène, à l'inscrire dans un lycée qui acceptait les élèves en cours d'année malgré son parcours académique chaotique, à trouver un psychologue spécialisé dans les traumatismes pour l'aider à traiter tout ce qu'elle avait vécu dans les rues. Maître Garnier nous guida à travers les procédures complexes pour accéder aux fonds fiduciaires de Jacques de manière contrôlée, permettant de couvrir les besoins immédiats de Solène tout en préservant la majorité de l'argent pour qu'elle en hérite à sa majorité. Benoît ne donna plus signe de vie directement, mais je sus par Madame Bertrand, qui avait des connexions dans les cercles sociaux bourgeois de Lyon, qu'il racontait à qui voulait l'entendre que sa mère était devenue sénile, qu'elle s'était fait manipuler par une jeune escroc des rues qui prétendait être de la famille et qu'il était forcé de prendre des mesures légales pour protéger son patrimoine légitime. Ces rumeurs me faisaient mal. Bien sûr, mais d'une manière étrange, elles me libéraient aussi. Je n'avais plus à prétendre que tout allait bien, n'avais plus à maintenir l'illusion d'une relation mère-fils harmonieuse, et je pouvais enfin me concentrer entièrement sur aider Solène à reconstruire sa vie. Ce qui me surprit le plus pendant cette période fut de découvrir que Solène n'était pas seulement une victime à sauver, mais une jeune femme extraordinairement résiliente et intelligente qui avait développé des capacités de survie et une maturité émotionnelle bien au-delà de son âge. Elle excellait dans ses études, malgré les années manquées, absorbant les connaissances avec une soif d'apprendre qui touchait profondément ses professeurs, et elle montrait une empathie naturelle envers les autres élèves en difficulté qui révélait une profondeur de caractère remarquable. Le psychologue que nous consultions régulièrement me dit un jour que Solène avait ce qu'il appelait une résilience post-traumatique, une capacité non seulement à survivre à des expériences terribles, mais à en extraire une force et une sagesse qui la rendaient paradoxalement plus équipée pour naviguer les complexités de la vie humaine que beaucoup de gens qui n'avaient jamais souffert.
Cette observation me fit réfléchir longuement à la nature de la souffrance et de la croissance, à comment les épreuves peuvent soit détruire une personne, soit la transformer en quelque chose de plus fort et de plus compatissant, et à quel point le soutien au bon moment peut faire toute la différence dans la direction que prend cette transformation. 6 mois après cette confrontation avec Benoît, alors que le printemps commençait à réchauffer Lyon et que les cerisiers le long du Rhône explosaient en fleurs roses, quelque chose d'inattendu se produisit. Véronique, la petite amie de mon fils, que j'avais à peine remarquée lors de nos précédentes rencontres, me contacta discrètement, me demandant si nous pouvions nous voir en privé, sans que Benoît le sache. Nous nous retrouvâmes dans un café discret du quartier de la Guillotière, loin des zones où nous risquions de croiser des connaissances. Et pendant presque 2 heures, Véronique me raconta une histoire qui changea complètement ma compréhension de ce qui s'était vraiment passé ces derniers mois. Elle m'avoua que Benoît n'avait jamais été le même depuis la découverte de Solène, qu'il faisait des cauchemars presque toutes les nuits où il revivait des souvenirs d'enfance qu'il avait apparemment réprimés pendant des années, qu'il se réveillait en sueur en murmurant le nom de son père avec une angoisse qui lui brisait le cœur. Sa réaction violente envers Solène, son refus catégorique de l'accepter comme famille, son obsession avec l'argent et l'héritage, tout cela n'était pas vraiment de la cupidité pure comme je l'avais pensé, mais plutôt une réaction défensive face à la destruction de l'image idéalisée qu'il avait construite de Jacques après sa mort. Véronique m'expliqua, choisissant soigneusement ses mots, que Benoît avait passé les 7 années depuis la mort de Jacques à réinventer leur relation dans sa mémoire, à transformer un père distant et souvent absent en une figure héroïque qui avait sacrifié tout pour assurer son succès. Découvrir la double vie de Jacques, l'existence d'Amélie et maintenant de Solène, avait effondré complètement cette reconstruction narrative, forçant Benoît à confronter une réalité qu'il avait évitée toute sa vie adulte. Son père n'avait pas été un homme d'affaires dévoué, mais simplement quelqu'un de lâche et d'égoïste qui avait fait des choix terribles et avait causé des souffrances immenses à des innocents. Au lieu d'accepter cette vérité et d'essayer de faire mieux que son père, Benoît avait choisi de défendre Jacques, de justifier ses actions, parce que reconnaître la vérité aurait signifié accepter que tout ce sur quoi il avait basé son identité d'adulte était fondé sur un mensonge. Sa cruauté envers moi et envers Solène n'était pas de l'indifférence, me dit Véronique, mais une forme de désespoir, une tentative maladroite et destructrice de préserver l'image qu'il avait besoin de maintenir pour ne pas s'effondrer complètement. Cette révélation me laissa profondément troublée parce qu'elle compliquait énormément la manière dont je pouvais penser à Benoît et à ses actions. Il était plus facile, d'une certaine façon, de le voir simplement comme quelqu'un de cupide et d'égoïste, de maintenir une colère claire et justifiée contre lui. Mais savoir qu'il souffrait aussi, qu'il luttait avec ses propres démons psychologiques, même s'il le faisait de manière destructive, rendait tout beaucoup plus complexe et douloureux. Je demandai à Véronique pourquoi elle me racontait tout cela, quel était son but en me rencontrant secrètement, et sa réponse fut à la fois simple et profonde. Elle aimait Benoît, dit-elle, mais elle aimait aussi la vérité et la justice, et elle ne pouvait pas rester passive en le regardant détruire sa relation avec sa mère et rejeter cruellement une nièce innocente à cause de problèmes psychologiques non résolus. Elle me demanda si je serais disposée à tenter une médiation familiale. Une rencontre facilitée par un thérapeute professionnel spécialisé dans les conflits intergénérationnels, où nous pourrions tous essayer d'avoir une conversation honnête sur Jacques, sur le passé, sur nos blessures respectives, sans avocat, ni menace, ni ultimatum. La médiation familiale eut lieu 3 semaines plus tard dans le cabinet d'une thérapeute nommée Dr Lefebvre, une femme d'une 60aine d'années, avec des cheveux gris coupés courts et des yeux perçants qui donnaient l'impression qu'elle pouvait voir directement à travers toutes les défenses et rationalisations que nous avions construites pour nous protéger. Nous étions tous là, moi, Benoît, Véronique, qui avait insisté pour participer en tant que soutien, et après beaucoup d'hésitation, Solène également, parce que le docteur Lefebvre avait été clair qu'exclure la personne au centre du conflit ne ferait que perpétuer les dynamiques malsaines qui nous avaient menés à cette situation. L'atmosphère dans la pièce était tendue au point d'être presque suffocante. Benoît et moi, évitant soigneusement tout contact visuel direct,
Solène assise le plus loin possible de mon fils, comme si elle craignait qu'il explose physiquement, et Véronique jouant nerveusement avec son alliance en regardant alternativement chacun de nous avec une expression préoccupée. Le docteur Lefebvre commença en établissant des règles de base strictes. Pas d'interruption, pas d'accusation personnelle directe, obligation d'utiliser des énoncés en « je » plutôt qu'en « tu » pour éviter les attaques, et surtout, engagement de tous à rester dans la pièce, même si la conversation devenait inconfortable ou douloureuse. Elle expliqua que son rôle n'était pas de juger qui avait raison ou tort, mais de faciliter une communication authentique qui avait visiblement échoué à se produire naturellement entre nous, et que le but ultime était de trouver un chemin vers la guérison plutôt que vers la réconciliation forcée, si celle-ci n'était pas possible ou appropriée. Cette distinction me surprit agréablement. J'avais craint qu'on nous force à faire semblant que tout allait bien, alors que des blessures profondes restaient ouvertes, mais le docteur Lefebvre semblait comprendre que parfois, la guérison signifie accepter que certaines relations ne peuvent pas être sauvées et trouver la paix avec cette réalité plutôt que de s'accrocher à des espoirs irréalistes. Benoît parla en premier, et ce qui sortit de sa bouche pendant les 45 minutes suivantes fut tellement brut et vulnérable que j'eus du mal à croire que c'était le même homme qui m'avait menacé si froidement 6 mois auparavant. Il raconta comment, pendant toute son enfance, il s'était senti comme un accessoire dans le mariage de Jacques et moi, plutôt qu'un enfant vraiment désiré et aimé. Comment Jacques était toujours distant et critique, trouvant toujours quelque chose à redire sur ses performances scolaires ou sportives, peu importe combien il essayait d'être parfait. Il décrivit comment, après le divorce de Jacques et Céline, que personne ne m'avait jamais mentionné. Comment, pendant des années, il avait entendu son père recevoir des appels téléphoniques, tard le soir qu'il prenait dans le bureau fermé à clé. Comment il avait trouvé une fois un billet de train pour Marseille dans la poche du manteau de Jacques, et comment, quand il avait demandé innocemment pourquoi papa allait à Marseille, Jacques l'avait giflé violemment et lui avait ordonné de ne plus jamais fouiller dans ses affaires. Ce souvenir, qu'il avait apparemment enfoui si profondément qu'il ne s'en était souvenu qu'après la découverte de Solène, remontait maintenant avec une clarté traumatique. Et avec lui venaient d'autres fragments de mémoire, des disputes entre ses parents qu'il avait entendues à travers les murs, des moments où il m'avait vu pleurer sans comprendre pourquoi, des absences inexpliquées de Jacques qui duraient des jours entiers avec des excuses vagues sur des voyages d'affaires. Ce qui me bouleversa le plus dans le récit de Benoît fut sa description de ce qui s'était passé après la mort de Jacques. Comment il avait consciemment choisi de réécrire leur histoire ensemble, parce que l'alternative, accepter qu'il avait passé toute son enfance à essayer désespérément de gagner l'amour d'un homme incapable de l'aimer vraiment, était trop douloureuse à supporter. Il avait transformé la distance de Jacques en discipline noble, son perfectionnisme cruel en hautes attentes motivantes, ses absences en dévouement au travail pour assurer leur confort financier. Cette reconstruction narrative lui avait permis de fonctionner, de réussir professionnellement, de construire son empire hôtelier en se disant qu'il honorait l'héritage de son père, mais elle avait aussi créé une prison psychologique dont il ne savait pas comment s'échapper. Quand Solène était apparue, quand la vérité sur Jacques était devenue indéniable, toute cette construction s'était effondrée. Et au lieu de faire face à la douleur de cette perte, il avait choisi de blâmer les messagers, moi pour avoir révélé la vérité, et Solène pour simplement exister et représenter visuellement toutes les trahisons de Jacques. Solène écouta tout cela avec une attention intense, et quand vint son tour de parler, encouragée doucement par le docteur Lefebvre, elle dit quelque chose qui me coupa le souffle par sa profondeur et sa générosité. Elle dit qu'elle comprenait la douleur de Benoît, qu'elle aussi avait passé sa vie à fantasmer sur un père qu'elle n'avait jamais connu, à s'imaginer qu'il était quelqu'un de merveilleux qui reviendrait un jour la chercher et réparer toutes les injustices qu'elle avait subies. Elle raconta comment, quand sa mère Amélie était morte dans des circonstances qu'elle décrivit finalement avec des détails glaçants, une overdose de médicaments qui n'avait jamais été officiellement déclarée comme suicide, mais que Solène savait dans son cœur être intentionnelle. Elle avait trouvé dans ses affaires une boîte contenant quelques photos de Jacques jeune, des photos qu'Amélie avait gardées, malgré tout ce qu'il lui avait fait subir.
Solène avait construit toute une histoire autour de ces photos, s'imaginant que Jacques ne savait pas qu'Amélie existait, qu'il l'aurait aimée s'il avait su, qu'il aurait changé tout le cours de leur vie s'il avait juste été informé de la situation. Découvrir la vérité, à travers mes révélations et les documents de Maître Garnier, que Jacques avait toujours su, avait même créé un fonds fiduciaire, mais n'avait jamais eu le courage de se manifester directement, avait détruit ce fantasme aussi complètement que la découverte de l'infidélité de Jacques avait détruit l'image idéalisée que Benoît avait construite. Mais là où Benoît avait réagi en se refermant et en attaquant, Solène avait choisi un chemin différent, et elle expliqua pourquoi avec une clarté qui révélait une sagesse extraordinaire pour ses 16 ans. Elle dit que rester en colère contre Jacques, haïr Benoît pour le rejeter, s'accrocher à l'amertume de tout ce qu'elle avait perdu, cela ne changerait rien au passé et ne ferait que empoisonner son avenir. Elle avait déjà perdu assez, sa mère, 3 années de sa jeunesse dans les rues, son innocence, sa capacité à faire confiance facilement aux autres. Elle refusait de perdre aussi son humanité, sa capacité à pardonner non pas parce que les autres le méritaient, mais parce qu'elle méritait la liberté qui vient avec le pardon. Elle dit directement à Benoît, le regardant dans les yeux pour la première fois depuis le début de la session, qu'elle ne voulait rien de lui, ni son argent, ni sa reconnaissance, ni même sa présence dans sa vie s'il ne le désirait pas sincèrement. Tout ce qu'elle voulait était qu'il arrête de faire du mal à sa propre mère, Maëdite qui m'avait sauvé la vie de manière très littérale et qui méritait mieux que d'être punie pour avoir fait ce qui était juste. Le silence qui suivit les paroles de Solène dura ce qui sembla une éternité. Et je vis sur le visage de Benoît quelque chose se briser et se reformer simultanément, comme si ses défenses psychologiques s'effondraient et qu'il devait décider en temps réel s'il allait reconstruire les mêmes murs ou créer quelque chose de différent. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues, silencieuses au début, puis accompagnées de sanglots qui secouaient tout son corps, et Véronique se rapprocha de lui pour le tenir pendant qu'il pleurait d'une manière que je ne l'avais pas vu pleurer depuis qu'il était enfant. Le docteur Lefebvre nous laissa tous être dans cet espace émotionnel sans essayer de le remplir avec des paroles ou des interprétations, comprenant que parfois, le silence partagé dans la douleur est plus thérapeutique que n'importe quel conseil ou analyse. Et pendant que Benoît pleurait et que Véronique le réconfortait, Solène fit quelque chose que personne n'aurait pu prédire. Elle se leva lentement de sa chaise, traversa la pièce et plaça doucement sa main sur l'épaule de Benoît, pas de manière invasive ou forcée, juste un geste simple de compassion humaine qui reconnaissait sa souffrance sans exiger quoi que ce soit en retour. Ce moment marqua le début d'un processus de guérison qui allait prendre des mois, peut-être des années, et qui n'était certainement pas linéaire ou sans rechute. Benoît et moi avons commencé à nous voir régulièrement pour des conversations difficiles mais nécessaires sur notre histoire familiale, sur Jacques et ses trahisons, sur les manières dont nous avions tous les deux échoué à communiquer honnêtement l'un avec l'autre pendant tant d'années. Il commença aussi à voir un thérapeute individuel pour travailler sur ses propres traumatismes d'enfance et sur les patterns destructeurs qu'il avait développés en réponse, et je fus touchée de voir combien ce travail le changeait graduellement, le rendant plus vulnérable, mais aussi paradoxalement plus fort et plus authentique. Sa relation avec Solène resta compliquée. Ils n'allaient jamais être oncle et nièce dans le sens traditionnel et proche du terme. Mais ils développèrent une sorte de respect mutuel et éventuellement même une affection prudente qui me réchauffait le cœur chaque fois que je les voyais échanger quelques mots ou partager un moment sans la tension qui avait défini leur première rencontre. Pour ce qui est de l'argent, sujet qui avait causé tant de conflits initialement, nous trouvâmes finalement une solution qui semblait juste à tous. Benoît retira sa contestation du fonds fiduciaire de Jacques, acceptant que Solène en hérite intégralement à sa majorité comme prévu. Et de mon côté, je décidai de modifier mon testament d'une manière qui reflétait mes véritables valeurs plutôt que les conventions sociales. Je partageais mon héritage équitablement entre Benoît et Solène, mais j'ajoutais une clause spéciale. Une partie substantielle irait à la création d'une fondation pour aider les jeunes sans-abri de Lyon à retrouver une stabilité et accéder à l'éducation. Une fondation qui porterait le nom d'Amélie Dubois, en mémoire de la fille que Jacques avait abandonnée et qui n'avait jamais eu la chance d'utiliser le fonds créé pour elle. Cette décision sembla apporter une forme de paix à tous.
Benoît appréciait que je reconnaisse son importance dans ma vie, tout en faisant quelque chose de significatif pour honorer la vérité. Solène était touchée que sa mère soit ainsi commémorée, et moi je sentais que je transformais une histoire de trahison et de douleur en quelque chose de potentiellement rédempteur. Solène obtint son baccalauréat avec mention 2 ans après notre rencontre sur cette matinée gelée de février, et la voir marcher vers l'estrade pour recevoir son diplôme, entourée de Benoît, Véronique et moi, applaudissant fièrement depuis le public, fut un moment de joie pure, qui effaça presque toutes les difficultés que nous avions traversées pour arriver là. Elle décida de poursuivre des études en travail social, déterminée à utiliser sa propre expérience pour aider d'autres jeunes en situation de vulnérabilité. Et je ne pouvais pas imaginer un choix plus parfait pour elle. Benoît finança en partie ses études universitaires malgré l'existence du fonds fiduciaire, un geste volontaire qui symbolisait son acceptation de Solène comme vraie famille et sa volonté de faire mieux que Jacques l'avait fait. Mon fils et moi n'avons jamais retrouvé exactement le type de relation que nous avions avant, parce que cette ancienne relation était basée sur des non-dits et des vérités évitées, mais nous avons construit quelque chose de nouveau et potentiellement plus solide. Une connexion fondée sur l'honnêteté mutuelle, sur la reconnaissance de nos imperfections respectives et sur un engagement à ne plus laisser les secrets empoisonner notre famille. Le plus grand changement dans ma propre vie n'eut rien à voir avec les questions d'argent ou de reconnaissance familiale, mais plutôt avec la redécouverte d'un sens de but qui m'avait manqué depuis la mort de Jacques. Travailler avec Solène pour établir la Fondation Amélie Dubois, rencontrer d'autres jeunes sans-abri qui avaient des histoires similaires de rejet familial et de traumatisme, comprendre l'ampleur du problème à Lyon et dans toute la France, tout cela me donna une mission qui remplissait mes journées de sens et d'urgence. Je n'étais plus simplement une veuve solitaire, attendant passivement que le temps passe, mais quelqu'un activement engagé à faire une différence concrète dans des vies qui autrement auraient pu être perdues comme celle d'Amélie l'avait été. Madame Bertrand, qui avait été si sceptique au début concernant Solène, devint finalement une des bénévoles les plus dévouées de la Fondation. Preuve que même les préjugés les plus profonds peuvent être surmontés quand on prend le temps de vraiment connaître les individus derrière les stéréotypes. Aujourd'hui, presque 4 ans après cette matinée, où j'ai trébuché sur le gélo et où Solène m'a rattrapé, où Benoît nous a trouvés ensemble et où tout a changé irrémédiablement, je regarde en arrière sur cette période avec des émotions complexes et mélangées. Il y a du chagrin, certainement, pour tout le temps perdu, pour les relations qui auraient pu être différentes si Jacques avait fait de meilleurs choix, pour la douleur que tant de gens ont dû endurer inutilement. Mais il y a aussi de la gratitude pour Solène et la joie qu'elle a apportée dans ma vie, pour la transformation que j'ai vue s'opérer en Benoît malgré toutes les difficultés, pour avoir découvert en moi-même une force et une clarté morale que je ne savais pas posséder quand tout cela a commencé. Jacques m'avait menti pendant des décennies, avait trahi non seulement moi, mais aussi ses filles et ses petits-enfants, avait fait des choix lâches qui avaient causé des souffrances immenses, mais d'une manière étrange et paradoxale. Ces trahisons avaient finalement permis à notre famille de se reconnecter sur des bases plus authentiques et plus solides. La leçon la plus importante que j'ai apprise de toute cette expérience n'est pas celle que j'aurais anticipée au début. Ce n'est pas que le sang est plus épais que l'eau, parce que clairement, les liens biologiques n'avaient pas empêché Jacques d'abandonner Amélie ou Benoît, de me rejeter initialement. Ce n'est pas non plus que l'argent corrompt tout, bien que j'ai certainement vu comment les questions d'héritage peuvent révéler les aspects les plus laids de la nature humaine. Non. Ce que j'ai appris, c'est que la famille véritable se construit à travers les choix que nous faisons jour après jour. Le choix de tendre la main à quelqu'un qui en a besoin, même quand c'est inconfortable. Le choix de dire la vérité, même quand le mensonge serait plus facile. Le choix de pardonner, non pas parce que l'offense était petite, mais parce que porter la rancune nous empoisonne plus sûrement que n'importe quelle trahison externe. Solène n'est pas devenue ma famille parce que nous partageons l'ADN de Jacques, mais parce que nous avons choisi mutuellement de nous soutenir, de nous faire confiance, de construire quelque chose ensemble qui transcende les accidents de la biologie. Si je pouvais parler à la version de moi-même d'il y a 4 ans, cette femme solitaire qui marchait dans le froid de Lyon en pensant que sa vie était essentiellement terminée, que rien d'important ne lui arriverait plus jamais, je lui dirais tellement de choses.
Je lui dirai de ne pas avoir peur du changement même quand il arrive sous une forme aussi inattendue et perturbante qu'une adolescente sans abri sur le pas de sa porte. Je lui dirai que perdre Benoît temporairement, aussi douloureux que cela a été, était nécessaire pour éventuellement construire une relation plus honnête et plus forte avec lui. Je lui dirai que l'héritage le plus important que nous laissons n'est pas l'argent ou les biens matériels, mais les vies que nous touchons, les injustices que nous essayons de corriger, les moments de compassion que nous offrons quand il serait tellement plus simple de détourner le regard. Je lui dirai que 67 ans n'était pas la fin, mais potentiellement un nouveau début, et que certaines des expériences les plus significatives et transformatrices de sa vie l'attendaient encore dans les années à venir. Mais surtout, je lui dirai qu'accepter d'aider Solène ce matin glacial de février, de tendre la main à cet enfant brisé, malgré tous les avertissements et les peurs raisonnables, serait la meilleure décision qu'elle prendrait jamais. Que cette décision la mènerait à travers des tempêtes émotionnelles qu'elle ne pouvait pas anticiper, qu'elle mettrait à l'épreuve ses convictions et ses limites de manière brutale et impitoyable, mais qu'au bout du compte, elle découvrirait qui elle était vraiment au-delà de tous les rôles qu'elle avait joués. Au-delà d'être l'épouse trompée de Jacques, au-delà d'être la mère déçue de Benoît, au-delà même d'être la grand-mère retrouvée de Solène. Elle découvrirait qu'elle était simplement Édith Marceau, une femme imparfaite qui avait fait de son mieux avec des circonstances impossibles, qui avait choisi la compassion sur la facilité, la vérité sur le confort, et qui, ce faisant, avait transformé non seulement la vie de Solène, mais aussi la sienne propre de manière profonde et irréversible. Et maintenant, alors que j'écris ces dernières lignes dans mon appartement de la Croix-Rousse avec Solène, étudiant dans la pièce à côté, et Benoît, prévu pour dîner ce soir, avec Véronique et leur nouveau bébé que j'ai eu l'honneur de tenir dans mes bras pour la première fois la semaine dernière, je ressens quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Un sentiment de complétude, pas parfaite certes, mais authentique. Les cicatrices de notre passé sont toujours là, visibles et sensibles quand on les touche, mais elles font partie de notre histoire maintenant, partie de ce qui nous a façonnés et nous a amenés à cet endroit où nous pouvons finalement nous regarder mutuellement avec honnêteté et acceptation. Jacques ne sera jamais pardonné pour ce qu'il a fait. Les morts ne peuvent pas recevoir le pardon de toute façon. Mais son héritage ne se limite plus seulement à la douleur qu'il a causée. Il inclut maintenant aussi la rédemption que nous avons construite ensemble malgré lui, les connexions que nous avons forgées dans le feu de la vérité révélée, et l'amour imparfait mais réel que nous avons appris à nous offrir mutuellement. Et cela, je pense, est la plus grande victoire possible sur le legs toxique des secrets et des mensonges qui avaient défini notre famille pendant trop longtemps. Voilà. Vous venez d'entendre mon histoire, cette vérité que j'ai portée seule pendant si longtemps avant de trouver le courage de la partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous ressentez en ce moment précis, mais je devine que quelque chose en vous a peut-être tremblé, reconnu, résonné avec ces mots que je viens de prononcer. Peut-être avez-vous, vous aussi, connu la trahison, le mensonge qui dort pendant des années avant de tout fracasser d'un coup. Peut-être avez-vous, vous aussi, dû choisir entre le confort d'une fausse paix et la douleur d'une vérité nécessaire. Ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est ce que vous auriez fait à ma place. Si c'était vous qui aviez trouvé Solène ce matin glacial, tremblante et brisée, auriez-vous tendu la main ou continué votre chemin? Si c'était votre fils qui vous menaçait de vous couper de sa vie pour avoir fait ce qui vous semblait juste, auriez-vous tenu bon ou reculé pour préserver cette relation? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles sont réelles et vos réponses m'importent profondément. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà traversé des tempêtes similaires, ces moments où vous avez dû décider qui vous étiez vraiment quand personne ne regardait, quand il n'y avait aucune récompense garantie pour faire le bon choix. Certains ont peut-être des enfants éloignés, des petits-enfants qu'ils ne voient plus, des secrets de famille qui pèsent encore après toutes ces années. D'autres ont peut-être eux-mêmes été ces enfants abandonnés et portent encore les cicatrices de cette invisibilité. Alors je vous le demande avec toute sincérité. Prenez un instant et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Pas seulement votre ville, mais d'où vous m'écoutez vraiment. De quelle place dans votre vie? De quel souvenir? De quelle douleur? Ou de quel espoir? Ces mots que vous partagerez ne sont pas seulement pour moi, ils sont pour tous ceux qui liront,
et se sentiront peut-être un peu moins seuls en voyant qu'ils ne sont pas les seuls à avoir vécu ces choses. Si vous voulez continuer à entendre des histoires comme celle-ci, des récits qui ne cachent pas la complexité de la vie derrière des platitudes rassurantes, alors abonnez-vous à cette chaîne. Ce n'est pas juste un bouton à presser, c'est un choix de dire que vous voulez plus de conversations honnêtes, plus de récits qui respectent votre intelligence et votre expérience de vie. Je ne promets pas que vous serez toujours d'accord avec les choix racontés, mais chaque histoire sera dite avec la même honnêteté que celle-ci. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que le prix payé valait la peine? Je crois que oui, la plupart des jours, mais il y a encore des nuits où je me réveille en me demandant si j'aurais pu faire différemment. Et peut-être que c'est normal, peut-être que nous ne sommes pas censés avoir une certitude absolue sur nos grands choix. Peut-être que vivre avec ces questions fait simplement partie d'avoir vécu pleinement. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Maintenant, c'est à votre tour. Parlez-moi, partagez avec moi, rejoignez cette conversation. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de beau à partir de toutes ces histoires brisées que nous portons. Peut-être pouvons-nous nous rappeler que même dans nos moments les plus sombres, il y a toujours quelqu'un qui comprend, qui a survécu, qui est prêt à tendre la main. À bientôt dans les commentaires.